Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Coupe du monde des clubs, Coupe du monde des nations, Jeux olympiques. Les États-Unis vont accueillir ou accueillent déjà un grand nombre de compétitions planétaires de sport et de football. Impossible de ne pas y voir un enjeu politique et géopolitique pour le locataire de la Maison Blanche, un certain Donald Trump. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Salut Clément, salut tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien, il fait un peu chaud à Paris, mais ça vaut pas ce qu'ont vécu les joueurs du PSG Oui. lors du premier match de Coupe du Monde des clubs. Effectivement, ils ont eu très chaud contre nos amis de l'Atlético Madrid, ce qui ne les a pas empêchés de gagner 4-0. JB, ce sujet de Donald Trump, du football, de la géopolitique, tu le maîtrises parfaitement. T'y tenais, ça fait un bout de temps qu'on doit faire cette émission, on n'avait pas pu la faire. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de connaître, moi, la relation personnelle qu'a Donald Trump avec le football. Est-ce que c'est une relation assez familière ou est-ce que c'est uniquement de la récupération pure et dure? Alors Trump, il a une histoire particulière avec le football. C'est que d'abord, il y a joué. C'était un attaquant, un offensif, plutôt de talent. Il était dans l'équipe de l'académie militaire dans laquelle il était lycéen. Et jusqu'à 17 ans, il y a eu la possibilité pour lui d'aller plus loin. Bon, très rapidement, il a préféré faire autre chose. Et son père, il voyait pas forcément une très bonne idée. Maintenant, il avait montré de vraies capacités de leadership, bon sur un terrain. Il y a une deuxième chose qui est assez intéressante avec lui, c'est que non seulement il y a joué, mais son fils est fan de foot. C'est-à-dire que son fils est un fan d'Arsenal. Et il a toujours eu dans son environnement proche des gens qui aimaient le foot ou ont investi dans le foot. Le meilleur des exemples, c'est Ed Glazer, celui qui est l'un des co-actionnaires de Manchester United. Et il y a toujours eu l'idée que Trump aimait le foot. Dernière anecdote, parce que celle-là, elle est vraiment drôle. Il a contribué à lancer la grande aventure de Manchester à l'époque des Giggs et avant même l'arrivée de Cantona, parce qu'il a participé au tirage de la Cup qui a amené le premier titre de l'ère Ferguson. Et dans ce cadre-là, il a donc une responsabilité dans la grande aventure de United dans les années 90. Intéressant, je n'avais pas cette anecdote. JB, je l'ai dit en introduction, on amorce toutes les compétitions qu'organisent à la fois football mais aussi sportives les États-Unis en ce moment jusqu'à les 5-6 prochaines années. Tout n'est pas lié à Donald Trump, évidemment, parce que les attributions ont été faites sous les mandats Biden, voire peut-être Obama, j'ai un doute, ou Trump précédent. Comment, aujourd'hui, le président américain utilise le football comme outil géopolitique? Alors déjà, pour lui, ça va être une vitrine à l'international, c'est-à-dire qu'il l'a dit, les Jeux olympiques vont être les plus grandes d'histoire, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde va être la meilleure compétition de l'histoire du football. Évidemment, entre Gianni Infantino et Kirsty Coventry, on le regarde en se disant qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais en tout cas, il y a déjà cette promesse, l'Amérique est de retour, America is back, et on l'a avec Donald Trump. Donc il y a déjà cette idée de vitrine internationale. C'est aussi une manière pour lui de reprendre le terrain du sport, là où Biden l'avait plutôt laissé de côté, vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis des autres États, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, à la Russie un temps. Et donc là, c'est reprendre la question finalement de l'usage du sport et de son image. Ça va fonctionner. Après, il y a l'usage politique. Bon, par exemple, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Los Angeles en 2028, il y a les élections présidentielles juste après. Donc soit il a changé la constitution d'ici là, il se représente, soit il va littéralement porter Jill Evans, son vice-président, en situation. Chaque événement va être l'occasion pour lui de parler aussi à sa base, de parler aux républicains et de parler surtout à ceux qui le critiquent. Et puis attaquer ceux qui sont ses adversaires. Trump est un personnage controversé et on le voit aussi très proche d'un autre personnage controversé du football mondial, qui n'est autre que le président de la FIFA, Gianni Infantino. On le voit en image. Quelle est la relation entre les deux aujourd'hui? Le sentiment qu'ils sont assez proches, qu'ils s'entendent bien, en tout cas qu'ils ont des intérêts communs. On pourrait parler de bromance, il y a vraiment un rapport entre les deux qui est quasi fusionnel. Il y en a un, notre Italo-Suisse préféré, Gianni Infantino, le charismatique président de la FIFA, qui lui vit son rêve américain. Alors on a l'impression qu'il a débarqué, c'est un mix entre Tony Montana et finalement un personnage de bande dessinée. Il est heureux comme un coq en pâte entre Miami, New York, Los Angeles et la Maison Blanche. Il est partout, on le voit tout le temps. Il était là pour l'intronisation de Trump. Il était dans le bureau ovale 2 jours après en présentant le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Et il a installé ses bureaux et une partie de sa famille aux États-Unis. Donc là encore, il l'avait fait avec Doha. Lui, il est vraiment en train de réaliser son rêve. Et Donald Trump, lui, dans une logique très transactionnelle, c'est pas un ami. Il a compris le pouvoir qu'il avait. Il sait qu'il peut s'en servir.
Et puis, il le met en scène. Alors parfois, on le voit toujours avec cet air un peu fatigué qui le regarde d'un demi-œil. Et Infantino qui est là en train de s'agiter autour. On est vraiment dans cette logique-là. Il y a un partenariat entre les deux, et c'est un partenariat États-Unis-FIFA qui se dessine. J'ai envie de dire, peu importe l'homme qui représente la FIFA. Et ça, c'est un vrai questionnement pour la Coupe du Monde, puisque t'as pas échappé, hein, et c'est pareil pour ceux qui nous regardent, que l'Iran est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Il y a d'autres pays qui vont être probablement là et qui aujourd'hui ne sont pas spécialement les bienvenus aux États-Unis. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il se passe quelque chose avec certains acteurs. Cette Coupe du Monde, ça va être un défi. C'est la première à 48. Et c'est sur le sol américain. Alors, pas que les États-Unis, hein, mais 80% des matchs. Le reste se fera au Canada, au Mexique. Pays avec lesquels, là encore, les relations sont tendues. Et donc, ça va être un vrai défi à tout point de vue. Et quand on parle de la FIFA et de sa direction, impossible de ne pas penser à Michel Platini qui a été récemment blanchi. Tiens, comme c'est bizarre. On parle de la stratégie américaine depuis tout à l'heure. Et évidemment, ça fait un peu écho à ce qu'on a vu au Qatar, ce qu'on voit aussi avec l'Arabie Saoudite. Mais ce que tu me disais, c'est que c'est pas exactement les mêmes stratégies. Il y a quand même des grosses différences entre les projets et les stratégies en elles-mêmes de ces trois acteurs aujourd'hui importants du football mondial. Si on regarde bien, déjà, les États-Unis, c'est une démocratie. Alors, certes, imparfaite, en ce moment compliquée, avec de vrais rapports de force internes, mais ça reste une démocratie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une stratégie d'État qui vise à faire du sport un élément qui vous fait exister. En tout cas, pas autant que le Qatar. Le Qatar se sert du sport, lui, pour exister, pour diversifier son économie. L'Arabie Saoudite, c'est pour montrer son entrée dans la modernité et changer son image. Les États-Unis, paradoxalement, et ça a commencé bien avant Trump, hein, c'est les pionniers de l'usage du sport en relations internationales, de la diplomatie du ping-pong en passant par celle finalement du football. Ils ont toujours utilisé le sport pour exister, pour se montrer. Notamment lors de la guerre froide. Alors, notamment lors de la guerre froide, mais pas que. Encore récemment, souvenons-nous de 94 aux États-Unis. Cette Coupe du Monde, elle est là pour relancer le foot aux États-Unis, mais aussi pour montrer l'hyperpuissance américaine. En 98, en France, la sélection américaine rencontre l'Iran, et on sait que dans la coulisse, on a une diplomatie parallèle qui va se mettre en place. Si on prend le golf par exemple, là encore, Trump l'utilise énormément pour nouer des relations très étroites avec, comme par hasard, tu l'as souligné tout à l'heure, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça qui va être intéressant. On est aujourd'hui sur un jouet. Les États-Unis ont toujours eu une vraie expérience. C'est probablement celle qui utilise le mieux l'arme du sport. Ils ont même un service spécialisé dans l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Et Trump l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est probablement celui avec Barack Obama qui va s'en servir le plus. On a dit il y a les compétitions actuelles et tous les enjeux actuels autour de la récupération du sport à l'échelle politique et géopolitique. Donald Trump, il n'en est pas à son coup d'essai dans le sport. Ça aussi, tu voulais évoquer. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces derniers business, ces dernières expériences dans le sport? Alors, je suis en train de travailler sur un livre justement sur le sujet, donc on va pas tout déflorer là. Mais il a une vraie grande expérience du sport. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est par exemple ce qu'il a fait avec la NFL et Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, c'est ce joueur, c'est un quarterback qui, pour protester contre le sort réservé aux Afro-Américains, a mis le genou à terre. Et là, il a attaqué le joueur, Nike, qui était son sponsor, et surtout la NFL, qui n'était pas assez conservatrice pour lui. Il en a fait un vrai argument de campagne, et il s'est opposé par exemple à quasiment toute la NBA. Il a polarisé finalement l'opinion américaine, et il a gagné. On l'a encore vu récemment, toujours en NFL, à l'occasion du Super Bowl. Premier président américain à y assister, il entre, et il y a Taylor Swift qui est là. Alors lui se fait siffler un peu, mais beaucoup applaudir. Et derrière, c'est Taylor Swift qui reçoit des sifflets dès lors qu'elle apparaît sur le jumbotron du stade. Et là, on voit très vite ce qui fait du sport. C'est un moyen de montrer et de construire un rapport de force et d'aller agiter les siens. Et cette hystérie-là, elle lui a toujours profité. Paradoxalement, dans ses affaires, il a toujours échoué, sauf dans le golf. C'est marrant ce que tu dis, parce que nous, on a l'expérience en France d'une récupération politique qui ne marche plus. On le voit avec Emmanuel Macron, ça ne marche plus. Il ne vient même plus au final de Coupe de France sur la pelouse. Quand il avait fait l'inauguration de la Coupe du Monde de rugby, ça avait été problématique. Aux États-Unis, tu es en train de me dire que c'est différent, que pour lui, ça marche? Alors ça marche pour lui, et c'est peut-être justement parce qu'il est radical dans l'approche. C'est-à-dire qu'en polarisant, il monte un camp contre l'autre, et il construit justement cette radicalité dans les positions. Ce que fait pas Emmanuel Macron, et ce que font pas les présidents de la République en France. En général, ce sont les présidents de tous les Français, et ils aiment à le rappeler, même si on peut en discuter. Là, en l'occurrence avec Trump, lui, c'est le président de ceux qui l'ont élu.
Et ça se voit, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à cibler un camp, à taper l'adversité et à dire voilà, ça, ce ne sont pas des bons Américains ou c'est un problème. Et c'est aussi pour ça que ça réussit. Parce que de toute façon, il aura un soutien très fort des siens et ça va servir à coaliser sa base. Cette stratégie politique-là, elle fonctionne. Elle ne serait pas possible chez nous. Elle ne serait pas possible dans des démocraties parlementaires, par exemple, comme on pourrait le voir en Allemagne ou même en Angleterre. Ça ne se fait pas. Aux États-Unis, on expérimente quelque chose et il y a fort à parier que ce qui est en train de se passer avec Trump aujourd'hui nous arrive d'ici une petite dizaine d'années. Bon, si on se projette un peu, c'est la dernière question sur les années à venir et les époques à venir. Aujourd'hui, les États-Unis accueillent les principales compétitions sportives, je l'ai dit. La sélection est plutôt bonne aussi depuis. Elle a vachement progressé, la sélection américaine, depuis les derniers mondiaux, notamment les 2 derniers. Quel impact Donald Trump peut-il avoir sur l'avenir justement du foot aux États-Unis? Alors déjà, le foot aux États-Unis, c'est le deuxième sport le plus pratiqué. Il y a 35% des Américains qui le regardent et qui en font. Donc on est vraiment sur un sport qui s'est installé. C'est une info ça, parce que les États-Unis, on parle beaucoup de basket, de football américain, de baseball. Chez les jeunes, c'est le sport qui est finalement aujourd'hui, avec la montée finalement de la communauté hispanique et ce modèle américain qui a toujours été tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, le monde joue en foot, les États-Unis s'y mettent. C'est l'un des premiers bastions du foot féminin. Et puis on voit cette sélection, alors aujourd'hui est coachée par Pochettino, autant vous dire que c'est peut-être pas gagné pour eux. Mais en tout cas, elle obtient de meilleurs résultats. Et il y a de plus en plus de joueurs américains qui viennent évoluer en Europe, ce qui était moins le cas. Ils ne se limitent plus à l'Angleterre non plus. Donc tout ça pour dire que le niveau monte. Est-ce que Donald Trump peut aider? Oui, parce que déjà, il a tout intérêt à ce que ça réussisse chez lui. Parce que c'est lui qui aidera les uns les autres à performer. De là à dire que la sélection américaine va être en capacité d'aller lever la Coupe du Monde aux États-Unis, j'y crois pas. Dire qu'ils seront au deuxième tour, oui, il y a quand même de fortes chances qu'ils y soient, surtout à 48. Après, il va falloir être capable de diriger et de digérer le management de Pochettino. Et nous, on l'a vu au PSG, c'est quand même pas gagné. Merci Jean-Baptiste, je pense qu'on a été complet. Il y aura bientôt d'autres vidéos sur Donald Trump et un livre qui arrive. Exactement. Merci Jean-Baptiste, on ne manquera pas de le souligner et de refaire une émission. Et likez les gars, on a besoin de vous. Sur ce livre, voilà. Merci à tous nos abonnés, à nos membres qui ont regardé cette émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à devenir membre. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao.